Je vais aller très vite. Là, on va tout de suite passer à l'illustration du passage à l'échelle et je vais accueillir Éléonore Blondeau. Et merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie la région Île-de-France de me faire l'honneur d'introduire les enjeux du passage à l'échelle de l'économie circulaire. Parce que finalement, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, sur 1300 startups interrogées dans le baromètre du CleanTech Open France, c'est 8% des startups qui se déclarent travailler pour l'économie circulaire, donc ayant un rôle direct en lien avec l'économie circulaire. Et pourtant, en fait, il y a bien plus de startups que ça qui sont dans l'économie circulaire, mais non pas forcément par le rôle ou l'usage de leur projet, mais plutôt dans la démarche dans laquelle ils s'inscrivent. Et on en aura quelques représentations dans quelques instants, puisqu'en effet, s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire, c'est pas forcément avoir un produit ou un service qui va aller réduire les consommations d'énergie, réduire la consommation de ressources. Ça peut être aussi une démarche où on va, par exemple, être un smartphone, une paire de sneakers ou encore une chaise, donc qui servent à communiquer, se déplacer ou s'asseoir, tout simplement. Donc ça risque pas de révolutionner le monde a priori de s'asseoir sur une chaise. Et pourtant, une simple chaise, elle peut être produite en Asie, dans des conditions sociales difficiles, en multimatériaux, non réparables, non recyclables et vendus à l'unité, ou elle peut être produite en France par quelqu'un payé à sa juste valeur, en monomatériaux, réparables, recyclables et vendus à l'usage. Donc on peut tout à fait être un fabricant de chaises et s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire. Et ça, on va le représenter tout à l'heure parce qu'on a plusieurs secteurs qui sont là. Mais comme l'a dit Fantine tout à l'heure, l'économie circulaire, c'est vraiment toute l'économie qui est concernée, peu importe que vous fabriquiez des micros ou tout autre outil ou procédé du quotidien. Donc ça, c'est vraiment important. Et quand on parle de l'économie circulaire, je vais quand même les rappeler très brièvement. Eh bien, en fait, c'est 7 piliers principaux. On a tendance à souvent focaliser sur le dernier de ces piliers, mais en fait, c'est d'abord un approvisionnement responsable, une éco-conception, de l'écologie territoriale industrielle, et pour moi, les collectivités publiques sont vraiment, devraient être vraiment les chefs d'orchestre principaux de cette écologie territoriale industrielle en réalisant des schémas de leur territoire, des flux de ressources, d'énergie et de compétences afin de faciliter les synergies entre les acteurs privés et publics au sein de leur territoire, entre les acteurs déjà présents, mais aussi pour ceux qui voudraient venir s'installer sur leur territoire. L'économie de la fonctionnalité, on en aura un magnifique exemple tout à l'heure, l'allongement de la durée de vie, la consommation responsable et enfin la fin de vie qui inclut effectivement notamment le recyclage, mais aussi d'autres sortes ou types de fin de vie. Et donc on a vraiment, j'ai à cœur qu'on ne se focalise pas que sur ce dernier pilier qui finalement celui qu'on doit éviter au maximum. D'abord, c'est vraiment une priorisation de ces différents piliers qu'il faut avoir en tête en permanence. Une fois que ça s'est dit, c'est pour réussir à faciliter le passage à l'échelle de ces enjeux, de ces projets circulaires, qui, vous l'avez compris, encore une fois, s'inscrit dans l'ensemble des filières industrielles et des métiers que nous côtoyons au quotidien. Et bien malheureusement, ils rencontrent des enjeux, encore aujourd'hui, assez nombreux, pour réussir vraiment à passer à l'échelle et que finalement, ça devienne la seule et unique façon de produire et de consommer, puisque c'est à la fois les acteurs qui mettent sur le marché des produits et des services qui doivent faire un effort, et en même temps, nous, en tant que consommateurs et citoyens, également. Puisque si on a des fabricants, par exemple, de lave-linge, qui se mettent à faire des super lave-linges hyper durables, hyper réparables, mais que vous êtes un consommateur qui, tous les matins, va tabasser son lave-linge, mettre le mauvais produit à l'intérieur, bon, le lave-linge, il aura dû être le plus vertueux du monde, en 5 minutes, il sera cramé. À l'inverse, si vous faites un lave-linge qui a été produit dans des conditions terribles, qui n'est pas réparable, etc., mais que vous êtes le meilleur consommateur, que vous le bichonnez à fond, etc., ça ne marchera pas non plus. Donc il faut vraiment faire l'effort des deux côtés. Ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre, ce n'est pas la responsabilité de l'un ou de l'autre, c'est la responsabilité des deux. Donc c'est vraiment une collaboration qu'il faut avoir, côté producteur et côté consommateur, pour s'inscrire dans cette boucle vertueuse de la circularité. Et on aura encore une fois des beaux exemples. Et d'ailleurs, dans la salle, Karen Mayalevic est présente et je vous invite à la rencontrer sur l'électroménager, c'est la meilleure. Petite dédicace. Ensuite, donc, pour réussir à passer ces projets à l'échelle, il y a donc des enjeux.
qui ne s'affiche pas à l'écran. Mais donc, les enjeux qui sont, et on y reviendra, sur le financement, et donc je pense que c'est un peu le cœur de la journée, sur le foncier, et évidemment c'est lié, sur l'éducation, encore une fois la sensibilité, la connaissance de qu'est-ce qu'est la circularité, qui va bien plus loin que la décarbonation, qui emmène derrière, si on ne le sait pas, bah évidemment, ça peut créer des freins au développement du business, les enjeux de la réglementation et évidemment des enjeux de cohérence entre financement, digital, industrie, enjeux de transition écologique et sociale. Donc pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Rambaud de Muto, que je vous invite à venir sur scène, Chou Zhang de Pandobac, Lucas Graffan de Bibac et Christian Bruer de Maubion. Donc évidemment, ils sont tous les dirigeants de leur société. Donc pour Muto, ça a été créé en 2022, ils sont aujourd'hui 9 personnes. Chez Pandobac, ils ont été créés en 2018, ils sont 16 personnes aujourd'hui. Chez Bibac, en 2018 également, ils sont 25 personnes. Et chez Maubion, en 2012, et ils sont 35 personnes. Et évidemment, aujourd'hui, on a 2 acteurs du réemploi d'emballage, mais je tiens vraiment à insister que le réemploi, c'est dans tous les secteurs, dans le BTP, dans le textile, dans la mode. Vraiment, tous les secteurs sont concernés, même si, évidemment, si vous regardez un petit peu mon parcours, l'emballage, c'est mon sujet de prédilection. Donc, j'ai le plaisir de poser la question, d'abord de demander à Chou de présenter très rapidement Pandobac, et ensuite, on suivra avec Christian. Bonjour tout le monde. Effectivement, donc moi je suis Chou, cofondatrice de Pandobac, et comme l'a dit Éléonore, nous on est spécialisés dans le réemploi d'emballage, comme donc Bibac, juste à côté. Nous, la particularité, c'est qu'on propose des solutions pour les emballages logistiques de transport de marchandises. Donc on va fournir plutôt des sortes de grosses caisses de transport réemployables pour remplacer tout ce qui est carton, cagettes en bois et caisses polystyrène qui sont à usage unique et parfois difficilement recyclables et revalorisables. Et donc on fournit un service complet plutôt dans le secteur alimentaire. Donc on s'adresse à des industriels, des grossistes, des marailleurs, des coopératives, voilà, tout ce beau monde qui va fournir en fait en marchandises alimentaires et des restaurants, des magasins. Donc voilà, tout ce que vous mangez en fait arrive à un moment ou un autre dans le lieu où vous l'achetez. Et aujourd'hui, c'est très majoritairement en emballage à usage unique. Super, et des maraîchers, ne les oublions pas. Christian, qu'est-ce que Maubion ? Maubion est un constructeur de scooters électriques à pérennité programmée circulaire. La pérennité programmée, c'est un modèle d'affaires qui est basé sur l'éco-conception démontable de biens d'équipement qui sont vendus à l'usage pour une industrie circulaire, locale et inclusive. Voilà ma petite définition. J'en parlerai tout à l'heure. Pour faire simple, c'est un scooter, je tiens juste à le préciser, mais qui est incroyablement bien produit et vendu. Lucas. Bonjour à tous, donc Lucas de Bibac. Donc nous sommes une entreprise qui aidons les restaurateurs et les industriels à supprimer les emballages jetables et à passer aux emballages réutilisables. Et pour ça, on installe des machines de déconsignation, donc des sortes de bornes qui sont installées dans les restaurants, dans les magasins ou dans des lieux publics, qui vont permettre à un consommateur de rapporter son emballage, de le déposer. Un peu comme si c'était une poubelle, sauf que là c'est une poubelle intelligente qui ne crée pas de déchets. Donc vous rendez votre bouteille ou votre bocal et on vous recrédite automatiquement le montant de la consigne sur le mode de paiement de votre choix. Donc on est adapté à du recrédit de consigne sur carte bancaire, carte de fidélité, badge, enfin voilà, tout type de solutions. On a aujourd'hui un peu plus de 300 bornes qui sont installées en France et au Benelux, et on travaille avec des acteurs comme la restauration collective, les parcs d'attractions ou de loisirs et quelques collectivités. Et Vincent. Bonjour à tous. Donc Muto, nous on propose aux organisateurs d'événements de transformer tous leurs déchets d'aménagement événementiel en ressources pour l'économie sociale et solidaire par le réemploi.
Voilà, pour la faire très courte. Super, merci. Donc on voit déjà là qu'ici sur scène, on a 3 secteurs représentés, la mobilité, l'événementiel et l'emballage, qui lui-même se retrouve dans quand même un certain nombre de secteurs. Et donc, pour petite information, du même baromètre de Cleantech Open France sur les entreprises qui s'indiquent actées pour l'économie circulaire, plus de 73% d'entre elles sont des startups industrielles. Donc on a tendance, ici on a différents profils de startups qui sont sur scène. On a des startups plutôt de services, d'autres plutôt de l'industrie. Et il y en a un qui jongle un peu entre les deux. Je vais commencer par toi, Lucas. Au début, vous avez lancé votre borne de réemploi d'emballage. Il y a eu un moment donné, vous vouliez internaliser la production de cette borne. À un moment donné, vous l'avez externalisée. Donc pourquoi ce jonglage? Où vous en êtes aujourd'hui? Oui, très bonne question. Bah, en fait, quand on s'est lancé en 2018, on a fabriqué nos premières bornes. Au départ, donc on a une équipe qui conçoit les bornes en interne. Donc on a voulu les internaliser. On a fait ça pour les premières pré-séries. Nous, on s'est vite heurté à la problématique du financement. On est là pour en parler aujourd'hui. Du financement des premières bornes. En fait, il faut savoir que jusqu'à quasiment les 150 premières bornes, on a dû les financer sur fonds propres, ce qui représente un coût et un risque très important pour une entreprise. La raison, c'est que le produit était jugé comme trop innovant pour être soutenu par des financeurs bancaires, donc notamment avoir accès au financement type leasing ou autre. Donc à un moment, on s'est dit on va en fait chercher un industriel qui est déjà bien implanté, qui a déjà ses machines-outils de production et qui va pouvoir fabriquer les bornes pour nous. On voulait en fait acheter une sorte de borne sur étagère. Donc on a sourcé ce qui se faisait un peu en Europe, on allait regarder en Allemagne, au Danemark ou autre. Il s'avère que, pas de chance, on n'a pas trouvé de borne qui répondait vraiment aux besoins qu'on adressait. Donc ça, c'était l'autre problématique, c'est que quand on est dans l'économie circulaire, en l'occurrence nous, on sort un produit qui est vu comme innovant, parce que du coup, il n'existait pas avant. Donc on se heurte aussi à toutes les problématiques de quand c'est un produit industriel, qui vont être nos fournisseurs, qui va pouvoir fabriquer, qui va pouvoir soutenir l'investissement de départ. On a été aidé en 2020 par la région Île-de-France pour accueillir les premières machines. Et là, depuis un an, on voit un changement, notamment parce que y a eu la loi AGEC, il y a quand même beaucoup plus d'acculturation sur le sujet du réemploi. Les financements bancaires ont commencé à se débloquer. Ça, c'est un changement total pour des entreprises comme la nôtre, parce que ça nous ouvre des perspectives. On peut enfin planifier des productions à plus grande échelle, soutenir une croissance, sans forcément avoir besoin de faire une levée de fonds tous les 15 jours, ce qui est sympa, mais ce qui prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, donc aujourd'hui on en est là, on a décidé en fait d'être entre les deux, c'est-à-dire on garde la conception en interne, on a réussi à trouver des partenaires pour financer la production, donc on n'a pas d'usine de production aujourd'hui, parce que c'est pas le savoir-faire de Bibac. Par contre, pour avoir ça, on a eu besoin d'avoir des partenaires bancaires solides, puisque nos industriels fournisseurs fournissent des batchs de 20 ou 50 bornes, pas moins. Donc là, on peut avoir une perspective d'ouverture plus importante aujourd'hui. Christian, je vais te faire rebondir. Tu as 2 minutes. En fait, tout ce qu'il a vécu, nous l'avons vécu depuis plus longtemps, du coup. Et ça continue, parce qu'effectivement, quand vous êtes trop innovant, on vous dit c'est pas possible. Si c'était possible, ça se saurait. Ça, c'est le truc que je déteste entendre. Et donc, effectivement, on n'arrive pas à lever d'argent. Et les subventions, c'est formidable, mais sans fonds propres, il n'y a pas de subvention. Donc, vous avez beau faire des magnifiques dossiers à impact. Souvenez-vous bien, dans fonds à impact, le mot important, c'est fonds. C'est pas impact. Et ça, c'est vraiment important de le dire, parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on va être aidé. Et en fait, si votre chargé d'affaires ne comprend pas votre modèle économique, et il ne peut pas le comprendre parce qu'il n'a pas d'ABAC, il n'est pas capable de vous financer. Et comme vous cherchez des petites sommes, vous n'avez pas les chargés d'affaires qui ont beaucoup d'expérience. Vous avez ceux qui viennent de commencer. Donc, on perd beaucoup de temps à essayer de chercher des fonds. Et moi, aujourd'hui, ma politique, c'est les business angels. C'est eux qui financent. Et les salariés. Parce qu'on a fait en sorte que nos salariés soient investisseurs. Donc pour revenir sur le modèle économique de Mobion, en fait on s'est dit un truc tout simple. Dans un produit coopèrent des composants qui n'ont pas du tout la même durée de vie, parce que dans un même produit, vous avez des métaux,
des polymères, des pièces d'usure, les roulements, les joints, les capteurs électroniques, les composants électroniques chimiques. Bref, si vous faites la comparaison entre un joint ou un roulement et un aimant permanent, c'est très difficile de trouver un ratio, parce qu'un aimant permanent, comme son nom l'indique, c'est permanent, et pourtant on le colle dans un rotor, et puis ensuite on ne peut pas le récupérer. Tous les gens qui vous disent qu'on va le récupérer quand on va broyer, ce n'est pas vrai, parce qu'un aimant permanent ne supporte pas l'oxygène. Quand on veut retraiter les aimants permanents, on le fait sous hydrogène, ce qui coûte une fortune, alors qu'on pourrait tout simplement plus les coller, les glisser dans de l'aluminium, parce que ça glisse très bien dans l'aluminium, un aimant, parce que l'aluminium, vous savez, ça ne s'aimante pas, et puis les récupérer de manière extrêmement simple. Il y a des gens qui se battent pour ça, mais ça coûte plus cher à produire. Donc comme ça coûte plus cher à produire, ce n'est pas éligible, parce que la compétitivité veut qu'on soit le moins cher possible. Et si on est le moins cher possible, et on fait des trucs pas démontables, et si pas démontable, c'est pas réparable. Si c'est pas réparable, bref, c'est pas récupérable. Bref, vous avez compris. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ne produit pas de minerais en France et en Europe. Notre intérêt, c'est de réemployer tous ces métaux. Et il y en a des tonnes. Et je parle vraiment en tonnes. Il y a les aimants, évidemment, il y a le cuivre, il y a le nickel, il y a l'inox, il y a tous les aluminiums. Donc vraiment, c'est très très important de penser une éco-conception démontable, parce que ça permet de pouvoir faire un effet financier qui est formidable. Et je parlerai d'innovation en comptabilité, parce que l'innovation... on ira en deuxième partie sur les solutions. Okay, d'accord. Lucas a évoqué la partie que ça y est, l'économie circulaire, notamment sur le sujet, donc en l'occurrence du réemploi, les gens commencent à mieux savoir de quoi il s'agit, mieux comprendre, donc il y a un effet un peu éducation. Et donc Chou, est-ce que sur le fait que visiblement, en tout cas peut-être du point de vue des acteurs bancaires, il y a un peu un déclic, est-ce que du point de vue de business, on le ressent? Alors nous, juste pour revenir sur, c'est marrant ce que disait Lucas, nous pour le coup on n'a eu aucun problème à financer notre début d'activité avec des fonds bancaires, et nous on a plutôt eu des retours comme quoi on n'était pas assez innovant pour avoir des aides innovantes, liées à l'innovation, donc c'est assez drôle. Et donc voilà, donc comme quoi, même si on est dans le même secteur, c'est pas du tout les mêmes retours qu'on a. Effectivement, le réemploi d'emballage, nous, quand on s'est lancé en 2018, c'était assez complexe, déjà rien que de faire comprendre le terme aux gens à qui on en parlait. Parce que tout de suite, dans leur tête, on parlait recyclage, parce qu'il n'y avait que ça qui existait. Et aujourd'hui, clairement, il y a une énorme différence. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience énorme. On n'a plus besoin d'expliquer ce que c'est le réemploi d'emballage. Quand on parle d'emballage réutilisable, tout le monde comprend très bien et visualise très bien. Et donc déjà, ça accélère un peu les discussions, et on a moins besoin de faire de l'éducation. Après, en termes de business, on reste quand même sur un sujet qui est assez émergent. Même si on en parle beaucoup, il y a au final, en pourcentage d'emballage, sur la totalité des emballages qui sont mis sur le marché, il y a quand même un très petit pourcentage qui est aujourd'hui réemployé. Donc ça reste quelque chose qui est quand même nouveau et pas ancré dans les usages. Et donc ça prend du temps. Donc est-ce qu'on le voit vraiment en termes de business? Oui, on voit une accélération. Après, faut vraiment voir que l'inertie, surtout chez les grands groupes, est quand même très très forte. Donc il y a plusieurs années en fait quand même pour les convaincre. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a en tant que start-up, c'est que on n'a pas plusieurs années devant nous. Donc il y a un vrai enjeu de faire comprendre ça et aux groupes qui sont intéressés mais qui prennent du coup très longtemps à se décider, les financeurs pour leur faire comprendre que si ça va arriver, mais que ça prend du temps et il faut quand même y croire et nous soutenir. Et donc c'est tout l'enjeu effectivement de pouvoir arriver à ces années entre guillemets d'attente pour que ça soit vraiment déployé. Finalement, un peu contre les préjugés qu'on peut avoir. Ici, on a Christian qui me racontait ce qu'on a dîné hier soir, comme quoi lui, il avait des collectivités qui avaient fait des commandes et qu'il n'arrivait pas à livrer
Donc lui, il avait des demandes des clients, mais il n'arrivait pas à livrer alors que c'est une start-up industrielle. Et là, on a des start-up de services qui ont peut-être un peu plus de difficultés finalement à trouver du business, alors que finalement, si elles l'avaient, elles pourraient le délivrer très rapidement. Donc, contre comment dire, les préjugés qu'on peut avoir sur l'industrie, c'est long, le service, ça va plus vite, etc. Finalement, on se rend compte que, en fait, ça reste, quoi qu'il arrive, des projets en amorçage, innovants. Et donc, dans tous les cas, il y a un vrai enjeu à la fois d'éducation et de financement des consommateurs et des producteurs et des financeurs. Mais il y a aussi un enjeu qui peut ralentir ce développement, c'est le foncier. Vincent, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, ton activité nécessite quand même d'avoir des capacités de stockage, éventuellement des lieux de réparation, de rétrofit des matériaux et des mobiliers que tu récupères. Donc tu m'as fait part qu'effectivement le foncier, ça pouvait être parfois compliqué. Est-ce que tu peux nous dire tout ça ? Oui, bien sûr. Alors, juste pour expliquer rapidement pourquoi est-ce qu'on a besoin de mètres carrés, nous, on récupère des éléments matériels sur les événements, donc tout ce qui génère en fait du consommable. Donc, sur un événement comme celui-ci, il y en a peu, d'ailleurs, bravo Anne, à ce niveau-là, mais voilà, on a un peu de juponnage de scène ici, vous avez des kakémonos derrière, ça, c'est des choses qui sont de l'ordre du consommable. Sur les événements type défilé de mode, type exposition, type festival, etc., il y a beaucoup de déchets qui sont produits, et puis même toutes les conventions professionnelles qui ont lieu tous les jours, 380 000 par an en France. Voilà, donc c'est un gisement qui est assez colossal. Nous, on essaie de créer des liens en direct avec les associations à qui on donne la matière. Donc l'idée, c'est qu'on stocke le minimum, voire pas du tout. Et j'ai été très naïf quand on a lancé Muto, parce que j'ai cru qu'on pourrait faire sans stockage, en anticipant les flux de dons en direct. Ce qu'on fait pour une grande partie, mais il y a toujours un résidu. Et puis surtout, j'ai des volumes qui sont toujours plus importants. Et donc de fait, il y a forcément des temps de stockage en tampon pour que la matière puisse arriver dans les bons exutoires. Effectivement, c'est une problématique de trouver des mètres carrés, ça coûte très cher, ce n'est pas finançable. Mais on a quand même des gens qui nous aident. Je parlais avec Agnès tout à l'heure, qui nous envoie des plans d'occupation temporaire, par exemple. Ça, c'est la région Île-de-France qui nous aide là-dessus. Donc, c'est une problématique, effectivement, mais il y a moyen de la contourner. Quoi qu'il en soit, ça coûte très cher. Et plus on veut de mètres carrés, plus on est obligé de s'éloigner. Nous, on était à Gennevilliers, donc vraiment juste à côté. On est à 5 minutes. Maintenant, on est aussi à Plaisir, dans le 78. Et c'est sûr que les associations qui viennent chercher les matériaux, elles sont moins contentes de faire les kilomètres. Et donc, si tu avais une baguette magique, en fait, donc le fait que les services de développement économique vous envoient un peu les bons plans d'occupation temporaire, c'est déjà une première piste de baguette magique. Mais quelle autre solution, selon toi, pourrait être mise en œuvre pour résoudre ce problème ou d'autres enjeux que tu peux avoir par ailleurs ? Alors sur ce problème-là, je pense que c'est très bien. En l'occurrence, en plus, on parle de plans d'occupation temporaire qui peuvent être gratuits ou quasi gratuits. Donc pour le coup, c'est vraiment des solutions qui sont hyper intéressantes pour nous. Et après, nous, la grande problématique qu'on a, c'est surtout la problématique de la conscientisation du problème du déchet événementiel. Puisqu'en l'occurrence, je ne sais pas si vous avez déjà fait ici des démontages événementiels, c'est très violent. C'est énormément de gâchis, etc. Tout est cassé, tout est jeté en vrac dans des bennes de déchets mélangés, donc malheureusement rien n'est recyclable derrière. Donc en termes d'écologie, vous êtes sur du très linéaire et de l'usage très court de la matière, donc c'est vraiment à peu près ce qu'il y a de pire. Donc nous, on a besoin surtout de faire de la sensibilisation, de la pédagogie aujourd'hui, pour expliquer qu'il faut mettre un budget là-dessus. Et c'est ça qui n'est pas évident aujourd'hui, c'est comme la situation de référence est, on jette en vrac sans se poser trop de questions, ça coûte pas cher, puisqu'il n'y a pas de contraintes juridico-légales, il n'y a pas d'écotaxe, il n'y a pas de filière REP qui est aujourd'hui agréée sur le déchet événementiel. Bah évidemment, un organisateur d'événement, il va se dire, bon c'est très bien Muto, mais ça coûte plus cher que de la benne, donc je vais continuer à faire de la benne. Quand je fais de la benne, puisqu'en fait ce qui se passe aujourd'hui sur les événements, c'est que à la fin des fins, vous avez les petits prestataires techniques, notamment les menuisiers qui fabriquent par exemple les stands sur les salons, qui sont amenés à qui on demande de ramener les déchets chez eux et de ne pas emmerder le monde. C'est ce qu'ils font gentiment parce que, en l'occurrence, ils commencent à facturer de la gestion des déchets très cher, ils vont plus être concurrentiels par rapport à leurs collègues. Donc voilà, il y a un nivellement par le bas du coût du déchet, voire même en fait un enfouissement complètement de la problématique. Et du coup, moi je rencontre aujourd'hui tous les jours des organisateurs d'événements qui ne savent pas que leur événement génère du déchet à la fin. Donc c'est d'abord une problématique de conscientisation, et avant de pouvoir proposer la solution adaptée, nous c'est ce qu'on essaye de faire, mais si la personne en face de toi, elle a beau être super engagée écologiquement, elle ne comprend pas du tout qu'il y a un problème, forcément tu n'arrives pas à lui vendre ta sauce, quoi. Voilà. Donc former et éduquer, encore une fois, je pense que je vais le dire plusieurs fois aujourd'hui. Et tu as parlé de... Toi, vous n'avez pas de REP. En l'occurrence, dans l'emballage, il y en a une REP. Est-ce que ça change vraiment les choses? Est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'il y a des sanctions? Lucas? Alors, du coup, merci pour la question.
En fait, sur la REP, sur les emballages, nous, on a quand même vu un vrai effet positif quand la loi AGEC a été promulguée. Donc, il y a quand même eu, on voit vraiment un phénomène de conscientisation chez nos clients. C'est que tout d'un coup, ça y est, ça devenait une obligation. On a commencé à en parler. Et pour nous qui sommes arrivés, comme Pandobac, en 2018, donc bien avant la loi, on a vraiment vu un avant-après. Donc il y a eu un peu ce moment où en fait on s'est dit ça y est, tout le monde va s'y mettre, c'est le moment d'y aller. Et c'est vrai que en l'absence de contrôle, ce qui est le cas aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle effectif de la DGCCRF ou même d'audits qui sont réalisés. On voit que le soufflet est en train de redescendre un peu. En fait, il y a eu ce phénomène où tous nos clients se sont dit ah, il va falloir que je m'y mette. Ah, en fait non, parce qu'il n'y a pas de contrôle, donc ça va prendre un peu plus de temps. Et donc on voit, pour reprendre ta question, si tu disais si on avait une baguette magique, en fait il y a un vrai enjeu de faire comprendre à nos clients que l'économie circulaire, non seulement c'est une obligation, mais c'est pas qu'une contrainte. Donc on peut aussi en tirer des bénéfices. Par exemple, nous, notre solution pour nos clients qui font des volumes relativement importants, elle est rentable à partir de 100 emballages, 100 ventes dans des emballages à emporter par jour. Donc c'est des volumes qui sont complètement atteignables. Côté financeur, il faut aussi savoir que les business models de l'économie circulaire, s'ils sont un peu plus complexes à appréhender, c'est des business qui dans le temps en fait génèrent de la rentabilité et de la récurrence, qui sont en fait les deux Graal pour lever des fonds aujourd'hui. Donc tout le monde nous pose toujours la question sur le fameux revenu mensuel récurrent. Le coup, l'économie circulaire permet de faire ça, parce qu'on a des clients qui, une fois engagés, donc le coût d'acquisition du client est plus important, parce qu'en fait, il faut l'acculturer, il faut lui faire comprendre le bénéfice. Mais une fois que c'est fait, qu'il est installé, il y a très peu de clients qui changent, parce qu'en fait, une fois qu'ils ont fait un pas pour changer, ils ont eux aussi investi, ils ont formé leurs équipes, ils s'y sont mis, il n'est plus question pour eux de revenir en arrière. Sur le temps long, c'est là où on génère des marges qui sont intéressantes et importantes. Donc il ne faut vraiment pas se dire économie circulaire égale coût et complexité de business model. C'est vrai au début, mais sur le temps long, et donc le temps long, c'est une échelle où sur le réemploi, en effet, on est obligé de penser à 10 ans. On ne peut pas penser qu'à 5 ans. Ça, c'est un autre sujet important. Les TRI sont forcément sur un temps un peu plus long, puisqu'il faut le temps que le marché se développe. Mais une fois qu'on l'a fait, et si on est les premiers à être installés, et avec une bonne implantation, alors là, c'est des modèles qui sont hyper rentables. Et vous avez des exemples qui existent, type, vous prenez par exemple Shep, qui gère les palettes, le réseau mondial de location de palettes. C'est une boîte qui est hyper rentable depuis des années, sur un marché monstrueux, et qui fait ses preuves sur l'économie circulaire. Effectivement, en fait, l'économie circulaire au sens large, en fait, ça existe depuis toujours. Il y a des entreprises dans le secteur, par exemple, de l'emballage, comme Shep ou IFCO, qui existent depuis plus de 30 ans, qui sont complètement rentables à l'échelle internationale. Vous allez vous faire vos courses dans n'importe quel supermarché, vos fruits et légumes sont dans des caisses vertes et noires. Ces caisses, elles sont consignées, réemployées depuis plus de 30 ans. Et je vous assure que IFCO l'a fait parce qu'il y avait un business et non pas parce qu'il y avait de l'économie circulaire. Il l'a même vraiment pas du tout fait pour sauver la planète à la base. Donc il y a une vraie opportunité business. Il y a aussi un enjeu effectivement du soutien réglementaire au niveau national, mais aussi européen. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est en pleine discussion, enfin finalisation de discussion de ce qu'on appelle la PPWR, donc la Packaging and Packaging Rights Regulation, qui visait à donner un cadre européen aux enjeux du réemploi de l'emballage au sens large. Et effectivement, on a vraiment très vite senti ces derniers jours que le cadre réglementaire européen n'étant pas aussi ambitieux que ce qu'il devait être au début, très rapidement, les clients se sont dit « Oh, bon, finalement, c'est un peu moins pressant ». Donc, le rôle du cadre réglementaire est très important. Il doit fixer les objectifs, mais il doit aussi, surtout, fixer des obligations de mettre des budgets pour éduquer, sensibiliser, former à la fois les metteurs sur le marché, mais aussi les consommateurs. Et ensuite, évidemment, il faut que les acteurs réglementaires fassent leur travail de contrôler et de réglementer si nécessaire. Sur le fait que l'économie circulaire, c'est rentable, toi, Christian, tu as carrément été dans l'innovation comptable, puisque tu es en train de créer des nouvelles lois d'amortissement, et des nouvelles règles d'amortissement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et sur le fait qu'aujourd'hui, produire un scooter en France, c'est plus rentable que... Oui, on a depuis l'année dernière une signature c'est parce qu'on fabrique en France qu'on est moins cher. Et là, elle va changer puisqu'on a fait un benchmark européen et on va pouvoir signer le scooter le moins cher d'Europe est fabriqué en France.
Et ça, c'est dû à l'industrie circulaire et uniquement à l'industrie circulaire. Si on n'était pas circulaire, on ne pourrait évidemment pas faire ça, parce que nos salariés, ils sont payés 6 ou 7 fois plus cher que des salariés chinois ou indiens, et on achète nos équipements, nos sous-ensembles en France, à des équipementiers français. On est Origine France Garantie, on est certifié par l'AFNOR, puisque les douanes ont mis en place un certain nombre de réglementations maintenant pour pouvoir être Made in France. Et il y en a une qui est au-dessus de toutes celles-là, qui s'appelle Origine France Garantie, et Mobion est Origine France Garantie. On est d'ailleurs le seul véhicule homologué à être Origine France Garantie aujourd'hui sur le territoire français. Et ça permet, grâce à cette fabrication française qui est locale, de pouvoir réemployer les composants. On appelle ça la remanufacturation. En fait, c'est très simple. On vend un scooter, on le livre. Quand le contrat de location longue durée est terminé, on le récupère, on le démonte intégralement. Alors, la logistique est très intéressante parce qu'on livre et le camion repart pas vite puisqu'il reprend les véhicules. Comme toi, on en a financé 240 pour faire le démarrage, parce qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions. Et quand on le démonte intégralement, on réemploie 62% des composants qui représentent 78% de la valeur initiale. C'est-à-dire qu'un scooter nous coûte très cher en masse salariale, mais en réalité, le deuxième scooter nous coûte 24% moins cher que le premier. C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de marge. Et ça, c'est sans tenir compte de l'inflation sur les matériaux. Donc, c'est très intéressant. Et comme le disait Éléonore, les composants, aujourd'hui, vous pouvez les amortir d'une manière différenciée. Je m'explique. En 2016, parce que depuis plusieurs années, des rescrits étaient demandés par des très grosses sociétés françaises, comme RTE, la SNCF, la RATP, qui ont des équipements qui ont des durées de vie extrêmement longues. Hein. On connaît bien nos vieilles locomotives dans les régions qui nous emmènent alors qu'elles existent depuis 50 ans. Eh bien, ces locomotives n'ont pas été amorties sur des durées très courtes, puisque ça n'a pas de sens. Les gestionnaires de ces équipements ont demandé à pouvoir amortir les composants sur des durées différentes. Et ça, c'est un impact très fort sur votre rentabilité, puisque si vous amortissez sur une durée beaucoup plus longue, eh bien, dans votre prix de revient industriel du bien d'équipement qui va servir à votre service, qui va servir à l'offre de service, vous allez mettre seulement une dotation annuelle aux amortissements et pas une charge. Et quand vous parlez d'un aimant permanent ou d'un bobinage en cuivre, c'est 20 ans aujourd'hui, et on est en train de travailler avec Bercy pour faire rallonger ces durées d'amortissement, parce que ça n'a aucun sens d'amortir de l'inox sur 20 ans. Pourquoi ? Ça dure beaucoup plus longtemps. Pareil pour les aimants, pareil pour le cuivre. Et donc, du coup, ça veut dire que vous devenez plus compétitif que vos concurrents asiatiques. Ils sont incapables de faire 20 fois moins cher que vous ou 40 fois moins cher que vous. Pour info, RTE amortit ses lignes à haute tension sur 40 ans. Donc c'est possible. C'est juste qu'il faut faire changer la doxa comptable sur ces sujets-là. Mais si on y arrive, c'est tout notre intérêt parce que ces matières sont stratégiques, on n'en produit pas en France, et si on les met dans notre compta, dans nos immobilisations, eh bien du coup, elles resteront là. On ne va plus les mettre dans des bennes et les renvoyer à l'autre bout du monde pour les vendre à des prix extrêmement bas et les racheter à prix d'or et de plus en plus cher parce que les ressources naturelles sont de plus en plus chères. Donc c'est vraiment une piste qui est très intéressante et qui vous permet, tout en faisant du circulaire, d'extrêmement vertueux. Nous, notre ACV, on est à 87% aujourd'hui officiellement, et j'ai appris hier qu'on allait dépasser les 90% grâce à nos carénages, parce que maintenant on ne va plus jeter nos carénages, terminé, on ne broiera plus l'ABS, on va mettre des carénages beaucoup plus qualitatifs qu'on utilise normalement, c'est des polymères qu'on utilise normalement dans l'aéronautique, mais nous on s'en fiche parce qu'on a fait le calcul, ils vont nous coûter 2 fois moins cher parce qu'ils sont plus chers au départ. En fait, ce qu'il faut calculer, c'est le coût total de la possession, pas le capex initial. Le capex initial, ça appartient à l'économie d'hier. L'économie de demain, c'est le coût total de la possession. C'est ça qui doit être votre mode de calcul. Voilà.
Et effectivement, Vincent et Chou, si vous voulez réagir sur ça, comment vous, dans l'approche avec vos clients, vous arrivez à faire comprendre à votre client le coût complet, en fait, effectivement, aujourd'hui, alors, dans le cadre de l'événementiel, il n'y a pas encore de REP, donc effectivement, finalement, ça leur coûte peut-être pas si cher que ça de jeter parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, que ce n'est pas eux qui récupèrent, etc. Dans l'emballage, il y a aujourd'hui plus de réglementation, même si elle n'est pas forcément malheureusement appliquée. Comment, par rapport à l'usage unique de matériaux, de mobilier ou d'emballage, vous démontrez à vos clients qu'entre acheter de l'usage unique, le consommer et le jeter, passer au réemploi, avec voilà, toute une boucle de réemploi, c'est finalement plus vertueux, évidemment du point de vue environnemental, mais ce qui est finalement le nerf de la guerre, mais aussi du point de vue économique. Même potentiellement derrière aussi sur la marque employeur et la fidélisation des équipes. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise récemment qui, de fait qu'ils aient compris, qu'ils s'inscrivent dans une logique d'économie circulaire, la fidélisation des équipes, c'était une boîte familiale, donc c'était déjà important. Mais là, depuis qu'ils ont compris, qu'ils ont finalement aujourd'hui qu'ils sont presque une entreprise à mission, même si c'est pas sur le papier, et ben j'ai des collègues qui me disaient, mais moi le matin, je suis encore plus heureuse de me lever et d'aller au boulot, même si en fait je suis derrière, je suis opérateur, j'ai des boulots pas forcément simples au quotidien. Il y avait vraiment un sentiment de fierté qui se développait parce qu'ils s'inscrivaient dans cette boucle d'économie circulaire. Donc comment vous, Vincent et Chou, peut-être Vincent pour commencer, vous justifiez et argumentez et à réussir, j'espère, à convaincre vos interlocuteurs. Alors, économiquement, ce n'est pas avantageux aujourd'hui, ça ne peut pas l'être, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de contrainte juridico-légale, à part la loi AGEC, mais qui malheureusement, pareil, n'est pas du tout respectée dans le domaine événementiel, on n'en parle même pas, malheureusement, alors qu'il y a toute une partie des flux évoqués dans la loi, le verre, le métal, le bois, le carton, bref, qui concernent aussi l'événementiel. Mais donc du coup aujourd'hui c'est vraiment de l'ordre du volontarisme, quoi. C'est ceux qui ont envie de mettre un budget pour ça sur la table, et c'est forcément plus que le coût du déchet, puisque le coût du déchet, comme j'expliquais tout à l'heure, il est minoré, voire il est complètement ignoré. Est-ce qu'il y a un effet avec les JO là, qui arrivent, en termes d'événementiel, et la volonté quand même de la France d'être un peu un modèle sur ce sujet? Est-ce que quand même, j'espère, il y a une petite influence sur le secteur, ou pour l'instant c'est assez creux? Nous on va beaucoup s'en servir pour faire de la sensibilisation et de l'éducation à ce moment-là, évidemment. Les jeux ont une vision, c'est comme ça qu'ils l'appellent, dans laquelle il y a effectivement une dynamique RSE qui est importante. Voilà, donc évidemment ça va insuffler pas mal de choses, puisque du coup ils font tomber tout un tas d'appels d'offres, dont un m'a concerné d'ailleurs, où effectivement il y a une notation sur l'engagement RSE, etc., qui est importante. On était sur 15%, sur celui qui me concerne, 15% sur l'écologie, 15% sur le social, sur la note globale, ce qui est quand même assez conséquent. Donc tout ce qui est appel d'offres et commandes publiques, finalement, sont vraiment un levier important du déploiement de l'économie circulaire. Bien sûr, ouais, bien sûr, et heureusement, mais en attendant, c'est vrai que la problématique du coût, en tout cas tant qu'on n'a pas de contrainte qui vient par le haut, c'est complexe, parce que en l'occurrence vous avez toujours, enfin moi quand j'envoie un devis à un client, il me dit toujours, en tout cas il me dit souvent c'est cher, enfin le retour négatif si je l'ai pour celui qui n'est pas d'accord, c'est cher, c'est le seul et unique retour en fait que j'ai, puisque tout le monde techniquement a envie de faire de l'écologie aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord sur les grands principes, donc tout le monde va te dire ok c'est un peu cher, je dis toujours la même chose, mais c'est un petit peu pour gratter, parce que pour être poil à gratter, parce qu'en l'occurrence je connais la réponse, par rapport à quoi? Et la réponse qu'on a, c'est par rapport aux déchets, qui ne coûtent rien. Donc évidemment, par rapport à rien, je suis toujours trop cher. Donc moi, c'est vraiment ça la problématique, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Donc le jour où il y a une filière REP qui est décidée, et que l'ADEME décide d'agréer des éco-organismes sur la filière déchets événementiels, probablement que les choses vont changer, non seulement parce que les organisateurs d'événements au tonnage vont être taxés, ou en l'occurrence, comme moi je milite un peu, plutôt être favorisés quand ils organisent des événements zéro déchet. Ça pourrait être l'inverse, on pourrait faire un éco-bonus à l'inverse d'une éco-taxe. Et surtout, ce que ça changerait, c'est que du coup, moi, mon service, si j'arrive demain à être agréé en tant qu'éco-organisme filière déchets événementiels, mon service il serait financé par l'éco-taxe que je collecterais, et donc de fait, il deviendrait gratuit ou quasi gratuit pour les organisateurs d'événements. Là où aujourd'hui, ils considèrent qu'il est beaucoup trop cher. Toujours beaucoup trop cher, puisqu'en l'occurrence, par rapport aux déchets, on est toujours beaucoup trop cher. Pas près que vous récupérez pour 50 € une tonne de moquette. Mais c'est de l'incinération derrière. Donc en fait, on ne compare pas du tout les mêmes choses. Moi, aux gens qui me disent vous êtes trop cher par rapport aux déchets, je leur dis je fais totalement l'inverse. J'évite le déchet.
Donc on est vraiment dans une démarche qui, en l'occurrence écologiquement, est aux antipodes, et par ailleurs qui est socialement aussi très engagée, et c'est sur ça qu'on essaie de miser, puisqu'évidemment il y a des engagements RSE aujourd'hui qui sont pris dans les grandes entreprises, etc. Et donc ils ont besoin aussi de pouvoir communiquer sur tout ça, donc on apporte de la transparence, on montre ce que deviennent les matériaux, etc. Et puis surtout on le donne à des personnes qui sont dans le besoin, donc forcément ça donne aussi beaucoup de sens à tout ça, quoi. Voilà. Ouais, est-ce que vous travaillez avec des ESAT peut-être ? Bien sûr. Ça, c'est aussi un point important sur la partie humaine, donc comme j'ai expliqué, sur la fois la fidélisation des équipes, mais aussi lien d'insertion sociale. Je crois que vous travaillez actuellement, ou vous avez tous travaillé à un moment donné avec des ESAT. Toi, Chou, comment tu peux rebondir sur ce sujet ? Moi, je vais être assez cash. Clairement, le monde de l'entreprise est encore dirigé par l'argent et le marketing. Et ça, trouver des gens qui ont une vision qui dépasse ça, franchement, nous, on n'en a pas. Et du coup, nous, notre positionnement, c'est de dire, effectivement, aujourd'hui, nos clients, ils veulent savoir qu'à la fin de l'année, le budget emballage logistique, il va être moins cher avec nous qu'avec de l'emballage à usage unique. Donc c'est globalement ce qu'ils regardent et c'est globalement l'argument qui fonctionne. Ils entendent, humainement, ils entendent très bien que ça génère moins de déchets, que c'est circulaire, qu'on va dans cette direction, etc. Mais ça reste quand même très terre à terre sur, au final, la prise de décision, disons, vient de sujets très terre à terre. Donc nous, on a très bien compris ça et très rapidement. Donc on en parle bien sûr de l'impact, mais je pense que c'est